En ces temps quelque peu étouffants, l'association Aimé Bonpland vous convie à un voyage dans le temps et dans les terres sud-américaines. Ce voyage commence le long des côtes françaises de l'Atlantique. À La Rochelle, en 1773, année de naissance d'Aimé Bonpland, au sein d'une famille ancrée dans la terre, mais aussi dans les sciences médicales. Il se termine en 1858, lorsque Bonpland rend l'âme sur les rives du fleuve Uruguay, à la frontière de l'Argentine et du Brésil. Cette vie extrêmement riche au cours de laquelle se mêlent les sciences naturelles, l'agriculture, le commerce, la médecine, la politique. Cette vie porte en elle un héritage dans beaucoup de domaines. Ce voyage se poursuit donc à l'heure actuelle, dans la mesure où Aimé Bonpland nourrit des recherches scientifiques et des projets culturels. Aimé Bonpland étudie d'abord à La Rochelle, puis à l'âge de 18 ans, il rejoint son frère aîné Michel à Paris pour étudier comme lui la médecine et la botanique. Les frères Bonpland se forment au sein du Muséum national d'histoire naturelle grâce aux plus brillants scientifiques de leur temps. C'est lors de cette période qu'Aimé se lie d'amitié avec la personne qui change sa vie, le jeune baron prussien Alexander von Humboldt. Leur goût partagé des sciences et des voyages les décide à partir pour l'Amérique espagnole, dans l'esprit des Lumières et donc dans le but de compléter l'inventaire scientifique des ressources naturelles de cette partie du monde. Entre 1799 et 1804, l'expédition parcourt pendant 5 ans le Venezuela, Cuba, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et le Mexique. Bonpland s'affirme comme botaniste, chercheur de terrain, expérimentateur et médiateur. En effet, dans une Amérique qui bouillonne intellectuellement et politiquement, les deux voyageurs s'imprègnent des revendications libérales émises par les Américains. Et ils diffusent auprès d'eux les principes et les pratiques des Lumières. Ils ramènent en Europe une masse de connaissances et d'analyses qui mettent en lumière la richesse du Nouveau Monde. Si pour cela Humboldt a été qualifié de second découvreur de l'Amérique, Bonpland mérite d'en être le co-découvreur. À leur retour à Paris, en 1804, leurs chemins divergent. Humboldt devient ce théoricien gigantesque, précurseur de Darwin, inventeur de la géographie des plantes, savant de cabinet et homme de cour. Aimé Bonpland, quant à lui, classe les dizaines de milliers d'échantillons botaniques ramenés d'Amérique. Mais il rêve surtout de terrain, d'exploration, de collecte, d'acclimatation et bien sûr, d'Amérique. Hélas, les guerres napoléoniennes l'empêchent de concrétiser ses rêves. C'est alors qu'en 1808, l'impératrice créole Joséphine de Beauharnais, amatrice de plantes et connaisseuse du travail de Bonpland, en fait son botaniste personnel et son intendant pour son domaine de Malmaison. Bonpland acclimate, cultive, dirige un des plus beaux laboratoires botaniques de son temps. En 1814, la disparition de l'impératrice d'abord, puis celle de l'Empire napoléonien ensuite, brise la carrière de Bonpland. Les colonies espagnoles d'Amérique du Sud sont alors en pleine ébullition. Le processus des indépendances est enclenché. Bonpland hésite. Simon Bolivar, notamment, lui propose de venir poursuivre l'œuvre du naturaliste José Celestino Mutis dans l'actuelle Colombie. Finalement, en 1816, Bonpland choisit de se rendre à Buenos Aires dans les pas de Félix de Azara, dans les pas des missionnaires jésuites et dans ceux du peuple guarani. Le scientifique débarque à Buenos Aires au début de l'année 1817, avec la promesse et l'espoir de fonder un jardin botanique, de créer un muséum d'histoire naturelle et d'impulser une coopération scientifique entre Europe et Amérique. Ce rôle de médiateur, de passeur de savoir entre les deux continents l'anime, comme l'anime le désir de compléter l'exploration menée avec Humboldt. En effet, la région du Rio de la Plata, qui comprend l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay, n'a quasiment pas été explorée. Mais rien ne se passe comme prévu, les guerres civiles brisant ces projets. Il demeure pourtant 40 ans en Amérique du Sud, comme le montre la carte de ses lieux de vie et de ses voyages. Il s'enracine plus précisément dans la région des anciennes missions jésuites, abandonnées après l'expulsion des religieux 50 ans auparavant. Bonpland a qualifié cette région d'autre monde, du fait de sa richesse naturelle. En 1820, Bonpland part de Buenos Aires pour sa grande exploration. Il s'installe à la frontière paraguayenne, au cœur des missions. Il ramasse, note, classe, et se lance même dans le commerce du maté, le thé des Amériques. Il inquiète donc le dirigeant du Paraguay qui décide de le faire enlever en 1821. Bonpland est assigné à résidence dans la mission de Santa Maria de Fe au Paraguay. Et il continue de classer, mais aussi et surtout de cultiver et de soigner. Libéré en 1831, il vit alternativement près de la mission de Santa Ana en Argentine et de celle de São Borja au Brésil. Il transmet des milliers d'échantillons et d'observations aux scientifiques français et sud-américains.
il réalise un formidable transfert de connaissances, principalement en direction du Muséum national d'histoire naturelle, en matière de botanique, de géologie, de zoologie, de paléontologie et en matière de sciences appliquées. En 2010, Guy Martinière, Michel Dunant et Thierry Lalande organisaient au nom de l'Université et du Muséum de La Rochelle un colloque et une exposition soutenue par le Conservatoire national des arts et métiers. Depuis, plusieurs congrès internationaux ont continué de mettre en lumière les travaux du savant Rochelais grâce à l'intervention de géologues, de botanistes, de biologistes, de géographes, d'historiens. En 2017, un congrès itinérant suivait les routes empruntées par Bonpland de Buenos Aires à Santa Maria de Fe, en passant par Corrientes, Paso de los Libres et Santa Ana. En 2019, un autre congrès organisé à Asunción et à Santa Maria de Fe a permis d'enrichir les connaissances, de coordonner les efforts et de réfléchir à des recherches scientifiques dans le domaine de l'histoire des sciences et de l'histoire naturelle. L'Institut de botanique de Corrientes a récemment dédié le numéro célébrant le 60e anniversaire de la revue Bonplandia aux scientifiques français. Or, ces travaux peuvent encore faire l'objet d'études très variées, si on les replace aussi dans leur contexte historique et scientifique, et grâce à une diffusion auprès de la communauté scientifique pour qu'ils soient intégrés à des thématiques de recherche. Les sources peuvent être utiles pour l'étude de la géographie et de la classification des plantes par exemple. Avec Aimé Bonpland, on retrouve aussi le goût de la transmission et de la vulgarisation des savoirs. À travers son histoire, on peut faire découvrir les sciences, les faire pratiquer. On peut former, éduquer différents publics, explorer l'environnement et sa préservation, faire comprendre la science par le biais d'activités du type de celles déjà développées dans les musées d'histoire naturelle de Corrientes ou de La Rochelle, et enfin, tisser des liens pédagogiques et scientifiques des deux côtés de l'Atlantique. Un lien en particulier a été tissé depuis une quinzaine d'années, grâce aux efforts entrepris par Denis Venn, ambassadeur de France au Paraguay, et à son épouse Laurence Graffin, journaliste grand reporter, et tous deux fondateurs de l'association Aimé Bonpland. Au cours de cette mission diplomatique, Denis Venn et Laurence Graffin ont acquis une propriété dans le centre historique de Santa Maria de Fe. La restauration du bâtiment a été supervisée par l'artiste Coqui Ruiz, dans l'objectif d'en préserver les caractéristiques originelles. Grâce à des accords de coopération souscrits avec les autorités paraguayennes et françaises, cette propriété a été inaugurée en 2015 sous le nom de Maison Aimé Bonpland, en présence de l'ambassadeur de France Jean-Michel Poton. Elle se veut un musée vivant, un lieu de rencontre et d'échange, dans lequel nous pouvons dialoguer et enrichir notre patrimoine culturel et intellectuel. C'est donc tout naturellement qu'en 2017 et en 2019, la Maison Aimé Bonpland a accueilli plusieurs conférences lors des deux congrès internationaux organisés en Argentine et au Paraguay. Il y a 200 ans, Aimé Bonpland s'installait à quelques kilomètres de ce lieu, contraint et forcé. À cette époque, l'explorateur dut se sédentariser et dut s'adapter, c'est là une de ses forces. Ne sachant pas s'il allait être libéré un jour, il s'acclimate. En s'appuyant sur les connaissances et l'aide de la population guarani, il devient guérisseur, cultivateur, éleveur, bâtisseur. Si bien qu'à la veille de sa libération, 9 ans plus tard, il possède une grande exploitation agricole qui utilise les ressources naturelles et qui maîtrise la chaîne agroalimentaire locale. C'est à partir de cette expérience qu'il tente jusqu'à la fin de sa vie de bâtir d'autres exploitations, toujours dans les terres rouges et riches des missions subtropicales, mais toujours mises à mal par les guerres. Les expériences de Bonpland sont autant de champs de recherche. Il est souhaitable de développer les études sur la validité actuelle des travaux réalisés par Aimé Bonpland et sur leurs applications dans les domaines de l'agrobiologie et de l'agriculture durable. C'est pourquoi la Maison Aimé Bonpland abrite dans son édifice des témoignages du séjour du botaniste français dans cette partie du Paraguay. Elle offre un espace de travail et de réunion, ainsi qu'une bibliothèque contenant des références bonplandiennes et des références dans le domaine des sciences naturelles. À l'extérieur, un jardin botanique alimente aussi cette mémoire et ses travaux. L'ensemble est géré par les étudiants de l'Institut technique supérieur en sciences agroalimentaires, institut quasi unique au Paraguay, sous la direction d'Herma del Puerto. Dans les pas du botaniste français, les étudiants se forment à la culture et à l'utilisation des plantes locales. Des plantes utiles pour la consommation, non pour le consumérisme. En effet, ce jardin a pour but de sensibiliser à l'usage que nous faisons de la nature, d'apprendre et de comprendre comment fonctionne la nature, comment l'utiliser de manière raisonnée et raisonnable.
Les étudiants apprennent et transmettent aussi leurs connaissances. En effet, la Maison Bonpland est ouverte aux écoles, aux collèges et à tous les visiteurs qui s'y rendent nombreux, puisqu'elle est située le long de la route jésuite, route captivante du fait de son riche patrimoine naturel et culturel. Ainsi, la culture des plantes et l'étude de leurs propriétés se poursuit de nos jours à Santa Maria de Fe, comme le faisait le botaniste français il y a 200 ans. Située à côté du musée jésuitique, cette maison participe à la conservation de la mémoire des peuples originels, à leurs apports culturels, scientifiques, médicaux, qu'ils ont ensuite transmis aux pères missionnaires, à Bonpland et à nous-mêmes. Ce voyage remonte donc beaucoup plus loin dans le temps, puisque notre personnage s'inspire lui-même des pères missionnaires jésuites et du peuple guarani. Il nous renvoie en écho à ce patrimoine qui contient d'ailleurs une dimension médicale importante. C'est une dimension peu étudiée et pourtant très riche. La Maison Bonpland cultive cette mémoire des plantes médicinales. Elle rappelle de nos jours qu'il y a 200 ans, un botaniste français étudiait ici les propriétés curatives que les Guarani attribuaient aux plantes. Et elle rappelle qu'il a pris beaucoup de leur médecine naturelle. Elle rappelle aussi notre responsabilité actuelle vis-à-vis de la préservation et de la valorisation de cet héritage. Mais en 1831, Bonpland est libéré de manière inattendue et de manière forcée, c'est-à-dire qu'il doit tout laisser derrière lui avec l'interdiction absolue de revenir au Paraguay. Redevenu libre mais nomade, il décide de poursuivre son voyage en Amérique du Sud. Dans un premier temps, il s'appuie sur ses facultés de médecin pour gagner sa vie. Mais très vite, ses qualités et son éthique sont reconnues du Paraguay à l'Uruguay, en passant par le Brésil et l'Argentine, au-delà des frontières politiques et idéologiques. La médecine qu'il pratique auprès des gens du peuple comme auprès des familles dirigeantes de cette région occupe une grande partie de son temps et une grande place dans ses voyages jusqu'à la fin de sa vie. C'est un médecin de campagne, un médecin voyageur scrupuleux, capable de parcourir des centaines de kilomètres pour se rendre au chevet de ses patients. L'expérience, les connaissances, les milliers de notes amassées dans ce domaine par Bonpland sont dignes d'intérêt. D'une part, elles évoquent la pratique médicale dans son ensemble. Elles évoquent les maladies et les techniques médicales d'une époque, leur évolution, la manière de soigner de cet homme formé aux sciences médicales en France. Le médecin montre une capacité d'adaptation et une ouverture d'esprit indéniable par rapport à l'homéopathie par exemple. D'autre part, les sources évoquent son exploration des médecines traditionnelles naturelles. Finalement, cette pratique d'une médecine hybride ou ce syncrétisme médicinal de Bonpland constitue une base sur laquelle s'appuyer dans le domaine de la santé. En s'aidant d'autres sources, on peut mener des recherches sur l'usage médical des plantes qui étaient utilisées par les Guarani notamment. On peut redécouvrir, conserver et diffuser ces connaissances. Tout ce matériel peut servir de source d'inspiration dans le domaine médicinal. En suivant les traces d'Aimé Bonpland des années 1830 jusqu'au début des années 1850, pendant les guerres qui déchirent le sud du Brésil, l'Argentine et l'Uruguay, nous pouvons faire 3 constats. Premièrement, Aimé Bonpland voyage moins, mais se sédentarise dans ses exploitations agricoles de Santa Ana et São Borja. Il s'enracine, puisqu'il fonde une famille et s'occupe beaucoup d'agriculture. Il s'amarre culturellement au sein de ces terres latines, sur les bords du fleuve Uruguay qui s'étend à travers le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Ces multiples activités contribuent à faire de cette artère fluviale le principal lien interculturel de cette région. Deuxièmement, il s'engage politiquement au nom des principes de liberté, d'ordre et de stabilité. Il soutient les dirigeants politiques sud-américains qui lui semblent les plus aptes à mettre fin aux révolutions des indépendances, tout en consolidant leurs acquis, d'après le modèle napoléonien. En même temps, c'est un patriote qui appelle la France à intervenir et à soutenir ses dirigeants sud-américains. Il espère voir se consolider les liens entre son pays et les pays du Rio de la Plata. Troisièmement, enfin, s'il subit les guerres, il est aussi un médiateur, un guérisseur, un savant, qui va et vient d'un camp à l'autre, d'un clan à l'autre, par-delà les frontières physiques et idéologiques, sans renoncer jamais à ses principes ni à ses fidélités. C'est un personnage transfrontalier, un personnage de roman, qui a inspiré d'ailleurs des auteurs des 2 côtés de l'Atlantique. Il apparaît au Paraguay dans l'œuvre d'Augusto Roa Bastos, en Uruguay dans un poème de Juan Gelman, ou dans un roman de Tomás de Matos. Bonpland est aussi l'acteur principal de plusieurs romans.
Il est en Argentine le solitaire de Santa Ana, d'après l'auteur Luis Gasulla, qui par ce titre fait référence aux dernières années de sa vie. Il est en France le pêcheur d'orchidées de Philippe Foucault. Il est toujours en France le voyageur sans retour d'Éric Courtès. Il est au Brésil une figure dans l'ombre, sous la plume de Luis Antonio de Assis Brasil. Il est au Paraguay sculpté par Patricio Rotella dans le jardin de la maison Aimé Bonpland à Santa Maria de Fe. Il est à Asunción, où l'artiste Marcos Benítez incorpore dans ses travaux, comme vous pouvez le voir, une dimension plus spécifique à propos d'Aimé Bonpland à travers l'utilisation de sa calligraphie, tout en l'alliant avec une dimension botanique et environnementale prégnante dans son œuvre. Bonpland est à la fois en France et en Argentine, puisqu'une coopération culturelle s'est établie depuis plus de 10 ans entre La Rochelle et Corrientes. Aujourd'hui, il est intégré à un projet artistique et numérique piloté par une équipe franco-argentine composée de Diego Jarac, Mariela Iregui et Gabriel Gandin, avec l'appui des 2 gouvernements et des universités. Ce caractère transnational caractérise la dimension culturelle d'Aimé Bonpland. Il exprime un des multiples liens qui unissent la France et l'Amérique du Sud, et dernièrement à l'Institut français d'Argentine de Buenos Aires, où notre voyageur a été mis en avant à ce titre par le dessinateur et humoriste graphique Miguel Rep. Le voyage se poursuit donc, toujours par-delà les frontières et par-delà les époques. Depuis 2 ans, ce voyage emprunte 2 routes. La première est celle qui a été créée par le gouvernement paraguayen. Il s'agit d'une route touristique et culturelle transnationale, du Paraguay jusqu'à l'Uruguay. La seconde a été créée par le gouvernement de la province de Corrientes. Il s'agit d'une route touristique, culturelle et scientifique. Ces 2 routes Bonpland, transnationales, traversent les anciennes missions jésuites et font écho aux voyages et aux travaux du français. Pour terminer ce voyage, retournons au début des années 1850. En France, Napoléon III est au pouvoir. Le latino-américanisme est en gestation, c'est-à-dire que la France se tourne politiquement et scientifiquement vers l'Amérique latine. Dans le Rio de la Plata, une certaine stabilité politique s'installe. Des migrants commencent à arriver d'Europe en nombre, pour des raisons économiques ou utopiques, pour s'installer dans des fermes ou dans des phalanstères. Aimé Bonpland ne tient plus en place. Il voyage à Montevideo, à Buenos Aires, revient dans son estancia de Santa Ana, repart à Montevideo, puis à Corrientes, revient une 2e et dernière fois au Paraguay jusqu'à Asunción. Il note, classe, envoie, se relie avec le monde scientifique sud-américain et européen et participe à la fondation du Muséum d'histoire naturelle de Corrientes en 1854, muséum qui porte dorénavant son nom. Sa vie s'achève pleine le 10 mai 1858 dans son estancia de Santa Ana. Sa vie a été étudiée minutieusement par Julio Rafael Contreras Roque, Stéphane Bell, Stéphane Beder, Nicolas Ossart, Alfredo Bossier Romagnac, Carlos Espinosa ou Gladys Mango de Rubio. Et les traces de ce bel explorateur sont encore disséminées un peu partout. C'est cette dimension patrimoniale et archivistique que nous allons explorer pour terminer. Pour cela, nous revenons d'abord au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, où se trouvent les travaux de Bonpland selon son souhait. D'autres lieux d'archives existent principalement à la Bibliothèque nationale de France et à La Rochelle. Il y a des sources aussi en Allemagne, en Espagne, en Angleterre et certainement ailleurs en Europe encore à découvrir. En Amérique, le musée de Pharmacobotanica à Buenos Aires abrite une grande collection. Son directeur, Marcelo Wagner, souhaite numériser ces fonds pour les rendre accessibles à la communauté scientifique. La restauratrice d'œuvres anciennes Melina Riabis a entamé un travail méticuleux pour réparer des milliers de documents. À Corrientes, Jorge Enrique de Niri, le directeur des archives provinciales, les 2e du pays, a mis à disposition les sources disponibles qui ont donc pu être numérisées. Il existe aussi une collection privée qui contient des centaines de documents inédits, et il devient de plus en plus urgent de l'acquérir et de la restaurer. On retrouve Bonpland parmi les archives d'Asunción, de Montevideo, de São Borja. On le retrouve à Quito, en Équateur, puisqu'un ouvrage manuscrit jésuite classé au patrimoine de l'UNESCO contient un index réalisé par le français. On peut le retrouver dispersé dans d'autres lieux encore à explorer. Il faudrait parvenir à regrouper les sources et les efforts et à redonner vie à toutes les dimensions que contient ce personnage.
Au terme de ce voyage, et pour conclure, les différentes dimensions scientifiques, agroéconomiques, médicinales, culturelles, patrimoniales d'Aimé Bonpland lui donnent une épaisseur et constituent un monde encore à explorer. L'historien Jacques Solé évoquait le mystère Bonpland, personnage mystérieux en effet, avec lequel on peut voyager, explorer et mener des recherches à propos des peuples originels américains, à propos des missions jésuites, des indépendances ou des liens transatlantiques qui nous unissent. C'est un personnage qui permet de faire vivre ces liens et qui permet de se projeter dans des coopérations transnationales. En plus des nombreuses institutions qui se sont déjà engagées sur ce thème, un groupe de travail situé à Encarnación, à la frontière entre le Paraguay et l'Argentine, s'est engagé aussi dans ce sens. À Corrientes, il en est de même pour l'association culturelle Bonpland, présidée par Aurora Arbelo. L'association Aimé Bonpland à Paris, présidée par Denis Venn, souhaite maintenant continuer à développer les coopérations et les recherches, car nous pensons qu'il existe à travers cet homme une dimension transatlantique et transfrontalière indéniable, une dimension symbolique, mais aussi une dimension humaine forte. Aimé Bonpland appartient comme Alcide d'Orbigny, comme Alexander von Humboldt ou comme Charles Darwin, comme tant d'autres voyageurs à l'histoire. Il nous ressemble et nous invite à réfléchir, à progresser et à voyager.